À mon époque, l'école pouvait être, comment dire, sportive pour le cerveau. Certaines matières étaient presque des vacances pour moi. L'anglais, le français, ça allait. Les mots, les phrases, les histoires, je gérais. Mais dès qu'on entre dans le territoire des sciences, surtout les calculs, là mon cerveau demandait une réunion d'urgence avec lui-même. Le problème, c'est que mon cerveau avait un retard de démarrage, un peu comme un vieux moteur diesel en hiver. Il finit par démarrer, mais pas tout de suite. Je me rappelle d'un prof qui nous disait, tout le monde, mettez les mains sur la tête. On obéit et là il balance. Combien font la racine carrée de 124? Pendant que certains élèves calculaient déjà, mon cerveau lui cherchait encore la prise pour se brancher. Résultat, stress total. Et pourtant les maths n'étaient pas encore la pire partie. Il y avait aussi la philosophie. La philo pour moi, c'était une matière un peu spéciale. J'avais l'impression que c'était l'endroit où les gens pouvaient dire des choses compliquées sans que personne ne sache vraiment si c'était profond ou juste bizarre. Un jour, le professeur rentre en classe avec sa craie et on se dit aujourd'hui ça va être énorme. Une grande réflexion sur la vie, l'univers, le sens de l'existence. Il écrit au tableau pourquoi le pourquoi du pourquoi. Silence total dans la salle. On se regarde tous comme si quelqu'un venait nous lancer un sort magique. Alors, on se demande si on doit comprendre le pourquoi du pourquoi, faut-il d'abord comprendre le pourquoi. Et pendant qu'on réfléchit à ça, l'heure est presque déjà finie. C'est incroyable. Regardez-le. Wow. La philosophie, c'était un peu comme ça. Tu rentres avec tes questions et tu sors avec encore plus de questions, mais écrites en phrases plus longues. Mais la vraie épreuve restait les mathématiques. Après les taxis de Dubaï, je dirais que les mathématiques sont la deuxième preuve que le stress existe vraiment. Chaque remise de notes était un moment stratégique pour moi. Je mangeais toujours avant de recevoir mon résultat. Parce que si je voyais la note d'abord, la petite disparaissait immédiatement. Et notre professeur de maths avait une méthode bien à lui pour nous motiver, ou plutôt pour nous humilier avec élégance. Il appelait les élèves au tableau un par un. D'abord, le premier de la classe. Toujours le même profil. Lunettes, voix calme, cahier parfait, du chouchou des professeurs. Il résolvait tout. Les équations, les racines, les fractions, comme si c'était un jeu vidéo en mode facile. Puis, le professeur disait, très bien. Maintenant, choisis un camarade et donne-lui la craie. Et là, le vrai suspense commençait. Parce que si le génie décidait de te choisir, c'était fini pour toi. Moi, je le regardais de loin avec un regard légendaire des mamans africaines. Ce regard qui dit tout sans prononcer un seul mot. Essaie seulement et tu vas comprendre. Il a très bien compris le message. Il a donné la craie à quelqu'un d'autre. Parce qu'en Afrique, nos mamans nous ont appris une technique d'influence très puissante. Le regard silencieux. Une méthode jamais enseignée dans les livres, mais plus efficace qu'une constitution entière. Sweet. Avec le recul, je comprends que ces moments d'école, même stressants, étaient aussi des moments de formation. Les maths m'ont appris l'humilité, la philosophie m'a appris que certaines questions n'ont pas forcément de réponses simples, et la vie de classe m'a appris une chose essentielle. L'intelligence ne se mesure pas seulement avec des chiffres ou des équations. Parfois, elle se voit dans l'humour, dans la façon de raconter une histoire, ou même dans un simple regard qui dit « frérot, donne la craie à quelqu'un d'autre ». Et finalement, si mon cerveau mettait du temps à démarrer, au moins aujourd'hui, il sait raconter l'histoire. C'était stocké. Music, baby, I like it. International.